Mais écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du jeu du capital, un nouveau podcast, un nouveau format qu'on lance dans lequel on se réunit ensemble pour décrypter ensemble des sujets ou une actualité autour de l'investissement, la fiscalité, l'économie, la gestion de patrimoine en général. Le but, c'est un format discussion vraiment sans filtre, authentique, comprendre les grandes tendances qui façonnent le monde du capital, d'où le nom. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, je suis accompagné pour cet épisode de Ghislain et Benjamin, qui sont tous les deux associés et gérants chez Valar Gestion Privée, qui sont experts de l'investissement, la gestion de patrimoine, coach investisseur 3.0. Et aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. On en parle beaucoup ces derniers mois parce que on a vu le Bitcoin qui a eu une fabuleuse hausse jusqu'à le fameux ATH au-dessus de 100 000 dollars, qui a enfin franchi ce palier. Tous les pro Bitcoin se disaient ça y est, road to 1 million de dollars, enfin on avait raison, le Bitcoin prend le dessus, etc. Puis au final, derrière, le Bitcoin a chuté assez lourdement. Au moment où on enregistre la vidéo, il est à peine au-dessus de 60 000. Je dis bien au moment où on enregistre, puisqu'on ne mettra pas beaucoup de latence entre le moment où on enregistre et on sort les épisodes, mais on sait que le Bitcoin, ça peut varier très très vite. Donc le but aujourd'hui, c'est qu'on va se demander, est-ce que c'est un effet de cycle? Est-ce qu'au final, c'est une tendance lourde et que le Bitcoin a atteint ses limites? Est-ce que le Bitcoin à 1 million, c'est un mythe ou est-ce qu'on pense que ça peut concrètement arriver? Quelle est la place du Bitcoin, autant d'un point de vue macroéconomique dans le monde que d'un point de vue gestion de patrimoine dans une stratégie d'investissement, et comment investir dans le Bitcoin aujourd'hui? Ça fait pas mal de sujets à aborder. Déjà, pour commencer, le premier point, est-ce que on va se demander si la chute actuelle du Bitcoin, c'est juste un cycle crypto classique, parce qu'on le sait que les cryptos, elles suivent un peu des cycles, ou est-ce que là, on est sur une tendance différente où au final, peut-être que le Bitcoin a atteint une limite, a atteint un certain seuil et commence à devenir un actif peut-être un peu plus institutionnel. Vous en pensez quoi? À quel stade on en est selon vous? Je te laisse commencer, Vas-y. Benjamin. Allez, je vais me lancer. Salut Thomas, bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce nouveau format. Alors évidemment, le Bitcoin, les cryptos, c'est un sujet qu'on entend. Alors l'intensité de la relation qu'on a avec le Bitcoin et de ce qu'on entend dans les médias varie aussi au moment en fonction de la temporalité. C'est-à-dire que dès lors qu'il prend beaucoup de valeur, on commence à en entendre beaucoup parler et donc on s'y intéresse fortement. Euh, c'est vrai qu'habituellement, on a remarqué des cycles qui sont corrélés à l'ATH et au cycle de minage du Bitcoin, et ont marqué que quelques mois après l'ATH, donc après la rémunération des mineurs, la division de la rémunération des mineurs de Bitcoin, on a remarqué que le Bitcoin tapait un plus haut historique. C'est l'habitude qu'on a eue jusqu'alors. Mais c'est vrai que le dernier cycle, il y a un nouveau facteur qui est rentré en jeu, et on va tout de suite en parler, c'est l'arrivée des institutionnels. Quand je dis institutionnels, je parle notamment des fonds d'investissement. On connaît tous BlackRock ou Vanguard, qui sont arrivés dans la partie, et je crois que c'était début janvier 2024 ou janvier 2024. Ils ont eu l'autorisation d'émettre des ETF Bitcoin, et donc ils ont, pour émettre ces ETF Bitcoin, acheté beaucoup de Bitcoin, ce qui a fait que le Bitcoin en fait a atteint son ATH et sa valeur la plus haute, a battu son record avant la date du halving. Donc c'était un peu une perturbation pour le marché crypto, qui d'habitude voit le halving, puis ensuite un bull run et le record du Bitcoin. Et là, c'est arrivé un petit peu en amont. Donc, déjà, ce cycle était un petit peu particulier du fait de l'arrivée des institutionnels. Alors, on a quand même assisté à ce bull run, hein. On est passé de, grosso modo, 69 000 à 120 000 dollars, je crois, à peu près le maximum, ce qui est une belle performance. Ensuite, il y a eu une correction. Alors, est-ce que on est reparti vers un cycle à la baisse et c'est un cycle normal qui se répète? Certains le voient comme ça, d'autres disent que non, l'arrivée des institutionnels remet un peu tout ça en cause. Donc c'est toujours difficile à juger. Mais ce qui est sûr, c'est que à chaque période de bull run ou de hausse, c'est un facteur différent qui fait que on s'intéresse au Bitcoin ou qui tire cette valeur vers la hausse, à mon Mhm. sens. Ouais. Et ce que tu dis Vas-y. est super intéressant. Et pour le coup, ça serait intéressant, je pense, surtout pour les plus débutants, d'expliquer un petit peu les termes que tu emploies, comme le halving ou l'ATH. Parce qu'il y en Ouais, a beaucoup, direct, il rentre dans j'imagine, le tout complexe. qui n'ont pas ce vocabulaire. ATH, halving, Alors, scaling. C'est vrai, c'est des mots un peu compliqués, mais qui sont très simples. L'ATH, en fait, c'est la valeur record du Bitcoin
Donc quand on dit on a battu l'ATH, on a battu la valeur record. Donc l'ATH, avant ces derniers bull run, était à 69 000 dollars. Donc c'était le pic de record de la valeur du Bitcoin. Donc quand il a battu l'ATH, c'est que la valeur du Bitcoin a dépassé ces 69 000 dollars. Et cette notion de halving, c'est en fait ça repose sur le principe même du Bitcoin, c'est que le Bitcoin repose sur la technologie de la blockchain. Donc c'est assez simple à comprendre en fait. Pour valider des transactions entre détenteurs du Bitcoin, par exemple Ghislain a du Bitcoin et moi j'ai un portefeuille crypto Bitcoin aussi, j'ai la capacité d'en recevoir. Si Ghislain veut émettre un Bitcoin et me l'envoyer, euh, il va émettre l'opération et il y a ce qu'on appelle des mineurs qui vont vérifier mathématiquement que Ghislain est bien ce Bitcoin, que moi j'ai bien la capacité de recevoir ce Bitcoin. Dès lors qu'ils ont vérifié ces transactions, ils vont valider cette information et ils vont l'enfermer dans un système informatique sous forme de blocs. Et en fait, ce sont des blocs qui sont superposés les uns après les autres. Et en fait, chaque bloc valide les transactions qui ont été effectuées. Alors, entre Ghislain et moi, et entre tous les acteurs du marché. Donc, il y a des centaines de milliers, des millions d'opérations qui sont validées. Donc, ça, c'est le système de la blockchain. Donc, c'est une chaîne de blocs. C'est dans le nom, typiquement. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc, les mineurs, ils mettent, pour valider ces opérations, de la puissance informatique et ils consomment de l'électricité. Donc, naturellement, ils ne le font pas gratuitement. Tout le monde peut miner du Bitcoin. Après, il y en a qui se sont spécialisés là-dedans, donc ça leur coûte de l'argent. Et le système Bitcoin prévoit de rémunérer ces mineurs en fonction du nombre de blocs qu'ils valident. Chaque bloc validé, ils ont une rémunération en Bitcoin. Donc c'est là leur intérêt de valider ces blocs. Et il y a un mécanisme, c'est à peu près tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs qui sont validés, en fait, la rémunération du Bitcoin, donc la rémunération des mineurs, pardon, est divisée par 2. Et ça, c'est la date du halving. Quand la rémunération des mineurs est divisée par 2, à peu près tous les 4 ans, les mineurs perçoivent moins de Bitcoin. Avant, c'était à 6,25 Bitcoin, je crois, et là, on est à 3,1 Bitcoin par bloc validé. Et donc, c'est à cette date-là, habituellement, on a remarqué que il y a cette date où les mineurs reçoivent 2 fois moins de Bitcoin par bloc validé. Quelques mois après, on a remarqué historiquement que eh bien, le Bitcoin battait son record. Et là, dans ce cycle-là, on a remarqué en fait le Bitcoin a battu son record quelques mois avant que la rémunération des mineurs soit divisée par 2. Et J'espère que en fait, j'ai c'est été clair. Ouais, et c'est hyper important en fait de bien préciser tout ce que tu as dit, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'ici, c'était entre guillemets facile pour quelqu'un qui s'y connaît, en fait, qui connaît le monde des cryptos, d'anticiper les cycles, parce que le Ouais, halving déterminait tous les cycles de croissance, de bull run ou autre, parce que, et du coup, le Bitcoin est en quantité limitée, il y en a que 21 millions, il n'y en aura jamais un seul de plus. C'est cet effet rareté qui donne aussi la valeur du Bitcoin. Actuellement, je crois qu'on en a un peu plus de 20 millions en circulation, et à chaque, du coup, halving, l'émission de nouveaux bitcoins est divisée par 2 aux mineurs. Et donc, du coup, il devient chaque fois de plus en plus rare. Et c'est cet effet rareté à chaque fois qui fait que dès qu'il y avait le halving, juste avant, il y avait l'ATH, ensuite, ça chutait. Et ensuite, au prochain halving, 4 ans plus tard, parce que c'est tous les 4 ans, on voyait qu'il y avait l'ATH. Alors maintenant, on le sait, c'est vu que le marché des cryptos est de plus en plus populaire, il y a cet effet d'anticipation où les gens anticipent le halving et donc du coup peut-être que le ATH des fois il a lieu 6 mois avant le halving, un an avant le halving, etc. Et donc c'était plus facile d'anticiper. Maintenant en fait il y a de plus en plus de personnes qui se demandent est-ce que les halvings font encore les cycles parce que tout le monde le sait, tout le monde anticipe et comme tu l'as justement dit, maintenant il y a aussi les institutionnels, donc les BlackRock, les gouvernements, etc. qui sont de la partie et qui eux aussi vont du coup influer sur le cours du Bitcoin et avec encore plus de liquidité, encore plus de puissance et donc les cycles ne sont peut-être plus autant anticipables qu'ils l'étaient avant, quoi. C'est clair. Pour le coup, c'est vrai que en ayant 95% des bitcoins qui ont été émis, le halving a beaucoup moins d'importance que précédemment. Et pour revenir aux institutionnels, c'est vrai que le fait qu'ils aient pu émettre des ETF liés au Bitcoin, ça a fait rentrer énormément de liquidités, ce qui a eu forcément pour effet de faire augmenter la valeur du Bitcoin bien avant le halving. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, ça va moins être le halving qui va guider justement ces cycles, mais plutôt les techniques d'entrée et de sortie de ces institutionnels qui sont finalement des géants. Et si plus on va avoir justement des fonds de pension ou en tout cas des institutionnels qui vont entrer, et plus c'est leur stratégie de gestion des risques qui va influer finalement comme le marché de la bourse classique, les cycles économiques ou non. Là par exemple, c'est vrai que aujourd'hui il y a une tension mondiale sur les marchés. Les marchés
ont, comme tout le monde a pu le voir, bien baissé. Et on aurait pu se dire que tout le monde allait se réfugier dans le Bitcoin, une valeur qui est dit un peu refuge, c'est l'or numérique. Et pourtant, ça n'a pas réellement été le cas. Pourquoi? Parce que pour justement limiter la casse, faire des appels de marge, les institutionnels ont vendu les actifs les plus rémunérateurs, les plus volatiles, qui sont le Bitcoin ou sociétés tech. Et donc ainsi, bah, forcément, en vendant, ça a fait baisser la valeur du Bitcoin. Et comme ça, ils ont récupéré des liquidités. Ouais, et là tu dis un truc assez intéressant qui ouvre un peu le débat sur, évidemment, l'investissement et les cryptos, c'est un sujet qui se démocratise. Je pense que tout le monde, ou quasiment tout le monde, maintenant a déjà entendu parler du Bitcoin. Il y a quand même, mine de rien, pas mal de gens qui en détiennent. Mais il y a aussi la notion de compréhension de l'actif, alors que ce soit par les particuliers comme vous et moi, mais aussi par les institutionnels. Souvent, je crois que le Bitcoin est considéré comme un actif technologique et comme un actif très risqué. C'est assez récent que les institutions en aient mis dans leur portefeuille, dans les ETF ou dans d'autres portefeuilles. Et effectivement, c'est un actif qui est très volatile si on le compare à des actions ou des obligations plus classiques. Et donc, comme tu l'as souligné, Ghislain, dès lors que macroéconomiquement, géopolitiquement, il y a des sujets où il y a des tensions, les sociétés de gestion, les maisons mères, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dérisquer. Qu'est-ce qu'elles vont sortir en premier de leur fonds? Les actifs les plus risqués, les plus volatiles. Forcément, c'est Bitcoin qui va prendre un coup derrière la tête et qui va être vendu en premier. Et d'autant plus que les marchés financiers traditionnels et classiques réglementés, ils sont ouverts de 9h à 17h30 du lundi au vendredi. Donc c'est dans ces périodes-là qu'on a de la liquidité. Et les marchés crypto, ils sont ouverts en continu, 24/24, 7 jours sur 7. Donc si un président décide de faire une action sur tel ou tel pays un samedi à 15h, Genre Trump, le marché, par exemple Trump, hein, pour pas par citer de nom, exemple. mais ça peut, hein, à tout hasard, le marché, évidemment, va avoir l'information directement le week-end. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre ce qu'on peut, ce qui est le plus risqué. Qu'est-ce qu'on peut vendre tout de suite? Les cryptos. En plus, c'est super risqué, donc on le vend direct. Et souvent, on voit ça, enfin souvent, des fois, que les marchés crypto réagissent le week-end et que le lundi, à l'ouverture des marchés cotés en bourse plus classiques, on a une baisse, mais qui a été anticipée par les marchés crypto. Donc il y a aussi cette notion de compréhension du Bitcoin parce que on le vend parce qu'il est risqué, mais en soi, le Bitcoin, le réseau Bitcoin, la chaîne Bitcoin, le protocole, il n'a pas eu de souci particulier. Les échanges sur la blockchain Bitcoin fonctionnent bien, il n'y a pas eu d'alerte, mais on le vend parce qu'il est considéré uniquement comme un actif volatile et pas parce qu'il a eu un défaut dans son protocole. Ouais, mais sur ça, il y a pas mal de détracteurs du Bitcoin, je trouve, qui marquent beaucoup de points en disant que, au final, ce qui faisait la valeur du Bitcoin au début et que beaucoup de personnes mettaient en avant, c'était que c'était un actif décorrélé, justement, un peu la monnaie du peuple, que personne ne pouvait contrôler, pas les États, que c'était pas lié à d'autres choses et que c'était une monnaie décentralisée, comme on disait. Mais en fait, quand tu as tout à fait raison quand tu dis que maintenant c'est lié aux news, que si Trump se lève du mauvais pied et décide du coup d'attaquer un pays ou s'il y a une news même, c'est corrélé à l'augmentation des taux, la baisse des taux, etc. De ce genre. C'est les premiers actifs qu'on va vendre pour se dérisquer, au même titre que les sociétés tech. Du coup, il y a de plus en plus au final une corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq 100, au final, entre juste les sociétés tech. Et donc on peut se dire, le Bitcoin, maintenant, il n'est plus décorrélé de rien. Il est juste corrélé aux sociétés tech, aux sociétés les plus risquées. Et il est considéré comme un actif risqué. Il y a les institutionnels qui sont maintenant dessus et qui font la pluie et le beau temps en décidant de quand ils veulent vendre, ça fait chuter le marché, quand ils veulent acheter, ça fait augmenter le marché. Et donc cette notion un peu de monnaie du peuple, elle est un peu en train de s'estomper petit à petit. Et le Bitcoin, je trouve que aussi, ça c'est un gros phénomène. Il devient un peu moins sexy du coup pour les particuliers. Parce que je pense que ce qui a fait beaucoup vibrer beaucoup de particuliers au début quand ils ont commencé à entrer dans les cryptos, c'est d'aller dans un univers un peu obscur où il n'y a pas les États, il n'y a pas les institutionnels, le marché fait un peu sa loi, etc. Alors que là, c'est de plus en plus, j'ai envie de dire, un actif ennuyeux comme un autre, où on sait que c'est lié à la macroéconomie, qu'on sait que c'est lié à d'autres choses, et qu'il est corrélé à tout le reste, et que ça rentre dans la gestion de patrimoine un peu classique, quoi. C'est vrai que le taux de corrélation avant, il était proche de zéro, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 50-60% de taux de corrélation avec les entreprises tech. Donc pour le coup, c'est vrai qu'on a une corrélation qui commence à être élevée, et 60%, putain, je savais pas. entre 50 et 60%, ça dépend après les estimations, mais en tout cas, c'est vrai que les mouvements en tout cas actuels vont un peu dans le même sens. Parce que forcément, il y a ces géants qui, encore une fois, ont des dynamiques complètement différentes des particuliers.
c'est vrai que les particuliers avaient tendance à rentrer dans le marché dès lors qu'il y avait de l'euphorie. Plus le Bitcoin montait, plus de gens voulaient en acheter. Et plus ça descendait, et plus ils avaient tendance à vendre. Alors que bon, là, la dynamique des gros, c'est un peu différent. Donc on est sur deux logiques aussi un peu opposées. Finalement, les particuliers représentent quand même beaucoup moins que ces institutionnels. Donc c'est vrai que ça casse un peu cet effet de, comme tu disais, on va dire décentralisation, même si le protocole est toujours celui-ci, basé sur la décentralisation, on perd un peu cet aspect-là, quoi. Hmm. Ouais, d'autant que décentralisation, au début effectivement monnaie du peuple, maintenant avec les ETF Bitcoin, BlackRock, Vanguard ou autres vont amasser des quantités énormes de Bitcoin, parce qu'au final quand j'achète un ETF Bitcoin de BlackRock, je réplique artificiellement la performance du Bitcoin, et c'est BlackRock qui détient mon Bitcoin en mon nom, donc il en accumule. Les États-Unis qui font des réserves fédérales, des entreprises comme MicroStrategy qui en accumulent des quantités énormes et qui empruntent pour acheter du Bitcoin, ça peut mener aussi au fait que on va avoir de plus en plus une centralisation de la plupart de la quantité de Bitcoin sur quelques acteurs, au final un peu comme l'or ou les monnaies traditionnelles, hein. Ouais. Ouais, après, il y a aussi toujours cette notion que euh, pour que les gens essaient de se schématiser le fonctionnement du Bitcoin et cette notion de centralisation ou décentralisation, les systèmes financiers et la plupart de nos systèmes qui nous entourent, ils sont décentralisés, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui gère et qui réglemente l'ensemble du fonctionnement du système. Par exemple, le système monétaire financier global, il y a des banques centrales, il y a des États vers qui on doit passer pour échanger de la valeur et qui font un certain nombre de règles. Le Bitcoin, l'idée, c'est d'être décentralisé, donc de ne pas avoir d'entité euh, envers qui on est totalement dépendant et de pouvoir échanger de la valeur de pair à pair. Donc, effectivement, il y a de plus en plus d'institutionnels qui rentrent et donc, sur les prix, ils vont avoir des effets importants à l'achat ou à la vente, donc il peut y avoir des variations plus violentes. Après, si on regarde vraiment dans le processus Bitcoin d'échange de valeur, euh, pour pouvoir opérer des vrais changements ou prendre vraiment possession du système, il faut que un très grand nombre d'unités du système, d'acteurs du système, acceptent acceptent les nouvelles règles du jeu, ce qui ça est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Alors oui, sur les variations de prix, ils ont un gros effet. Par contre, sur le fonctionnement intrinsèque, c'est plus compliqué. Il faudrait qu'ils détiennent une quantité absolument énorme de Bitcoin et que de nombreux acteurs de ce monde-là acceptent de jouer le même jeu pour faire évoluer les règles des cryptos. Donc bon, il y a un peu ces deux dimensions. Le prix ne reflète pas forcément toujours la réalité derrière du fonctionnement, parce qu'il y a évidemment beaucoup de variations à court terme, et toutes ces news de très court terme font varier fortement le prix. Mais quand on s'y intéresse, je pense que c'est aussi intéressant de chercher un peu derrière, voir ce qui se passe et est-ce que les fondamentaux vont bien. Ouais. Ouais. C'est vrai que les fondamentaux, comme tu disais tout à l'heure, vont bien, hein. Le protocole fonctionne toujours de la même manière, il n'y a aucun souci là-dessus. Le prix n'est pas descendu à cause d'une faille de sécurité ou autre. C'est vraiment dû justement plutôt à une stratégie de placement. Et par exemple, ce qui influe aussi aujourd'hui, je trouve, énormément les stratégies de placement des institutionnels ou investisseurs, ça va être les décisions de la Fed et de banque centrale sur les taux monétaires. Forcément, si on augmente les taux, la rémunération d'actifs, par exemple des obligations, est plus attractif et potentiellement ils voudront plus aller vers ce type d'actifs pour percevoir des coupons, des rendements chaque année, plutôt qu'être sur quelque chose de plus spéculatif comme le Bitcoin. Au contraire, quand les taux monétaires sont très bas, forcément les actifs sans risque ne rémunèrent quasiment pas, donc on va chercher plus de volatilité et plus de risques. Donc ça aussi, ça va influencer la quantité de liquidité sur le marché des cryptos et donc le prix. Ouais, tu as raison, c'est la notion de prime de risque, hein. Quelle prime est-ce que j'ai à aller sur quelque chose de plus risqué? Alors ça marche pour les actions, mais c'est encore plus amplifié sur les cryptos, hein. C'est vrai. Ouais, Et clairement. Ouais. tu as fait une petite aparté avant, tu en as parlé aussi dans tous ces mouvements à la hausse ou à la baisse, étant donné que malgré tout, c'est quand même un système qui se financiarise, si je peux utiliser l'expression. Il y a aussi des fois des phénomènes purement techniques et financiers qui peuvent entraîner une baisse. Avant, tu as parlé des appels de marge, par exemple. Pour expliquer un peu ce que c'est des grosses entités qui empruntent beaucoup d'argent pour investir ou qui investissent avec des effets de levier. Donc ça, c'est vraiment de la finance de marché pure et dure, mais en gros, ils empruntent de l'argent, ils font des effets de levier. Et pour faire face à des variations, ils mettent
en garantie certains actifs, une certaine somme. Comme ça, si la position qu'ils ont pris varie beaucoup, eh bien, il y a un collatéral, il y a une valeur en face qui peut leur permettre de couvrir une potentielle perte. Mais si maintenant les cryptos baissent beaucoup, bah forcément, le collatéral de celui qui a investi, il va dire, attends, tu avais mis tant et tant en garantie, mais la position elle a baissé, je veux que tu rajoutes encore en garantie. Et donc à ce moment-là, il y a des appels de marge. Donc soit la société de gestion a des liquidités pour pouvoir rajouter de la garantie, soit elle n'a pas de liquidité et elle est obligée de vendre certains actifs pour se créer de la liquidité pour faire face aux appels de marge. Et donc, une baisse entraîne des appels de marge qui, eux, peuvent entraîner le fait de vendre pour répondre à ces appels de marge. Et donc, c'est un peu une boule, un cercle, enfin pas vertueux, mais un cercle qui s'auto-entraîne. C'est qu'on doit faire face aux appels de marge parce que ça baisse, donc je vends pour faire face, et donc ça entraîne la baisse. Donc il y a des mécanismes un peu techniques comme ça aussi, qui des fois entraînent ces périodes de quelques jours ou quelques semaines de baisse. Hmm. Ce qui était moins le cas avant. Et donc, Ouais, en fait, on en revient au fait que c'est un actif de plus en plus institutionnel. Et au final, enfin, moi, ce que je pense, ma conviction là-dessus, c'est que pendant, on va dire, la dernière décennie, il pouvait y avoir des particuliers qui étaient très initiés sur le fonctionnement du Bitcoin, de la blockchain, etc., qui pouvaient, de façon assez intelligente, anticiper les différents cycles et bien se placer, etc. Aujourd'hui, je trouve que ça se rapproche de plus en plus d'un marché, tout simplement comme les actions, comme des ETF ou autres, où en fait, tu vas plutôt miser sur les fondamentaux long terme, comme vous avez dit, qui sont toujours là, qui est la rareté du Bitcoin, le fait que le protocole fonctionne toujours bien, que la blockchain a une véritable utilité, hein, parce que beaucoup de personnes disent des fois, voilà, le Bitcoin c'est juste du vent, etc. Mais il faut quand même se dire que le nombre de personnes débancarisées dans le monde qui n'ont pas accès à une monnaie stable pour échanger, etc., c'est juste énorme, et que le Bitcoin offre une vraie solution à ça, que ça offre aussi une forme de réserve de valeur numérique. Et que tous ces fondamentaux ils sont toujours réels, et donc que quand on investit dans le Bitcoin, on peut toujours investir sur cette tendance lourde long terme, mais que anticiper les cycles court moyen terme, c'est pas impossible, mais c'est un peu comme aujourd'hui anticiper pour moi le cycle du Nasdaq sur la ouais. prochaine année ou les 2 prochaines années, qui va tenir compte de énormément de choses, de géopolitique, des choix des institutionnels, des taux et d'autres éléments. Et donc c'est de plus en plus difficile en tant que particulier de dire ah ben je sais que le bull run ça va être là dans 1 an et demi, donc je me place là, puis je vends là, etc., quoi. C'est sûr que c'est difficile de timer le marché, hein, parce que ça revient Mm. un peu à cette notion-là, cette idée de timer le marché. Et on fait souvent, on fait des fois le parallèle avec l'or, la notion de valeur refuge. Et l'or, là, dans l'actualité, que ce soit dans ces derniers mois ou dernières années, ça a super bien fonctionné parce que valeur refuge. Le Bitcoin, souvent, on le compare à l'or numérique. Alors, il faut pas oublier que Vous le en pensez Bitcoin, quoi c'est une d'ailleurs de classe. ça? Ouais, vous en Bah, pensez quoi? Est-ce que pour vous le Bitcoin c'est comme de l'or? Vous le voyez comme ça? pas encore. Pas encore. Parce que, à mon sens, et je vous laisserai vous donner votre avis après. L'or, qu'est-ce qui fait que c'est une valeur refuge? Alors déjà, c'est une valeur qui, en quantité finie ou quasi finie dans le monde. On a à peu près extrait toutes les quantités d'or, du moins la plus grosse partie. Pour le Bitcoin, c'est pareil. Il y en aura 21 millions, pas un de plus. En plus, on sait que dans ces 21 millions, il y en a déjà peut-être 25% qui bougent plus et qui sont perdus, donc il y a encore plus cet effet rareté. Donc l'effet rareté, à mon sens, il est là et c'est une vraie force du Bitcoin. Euh, En plus, c'est décentralisé, donc ça, c'est un vrai plus. Je pense qu'il manque beaucoup au Bitcoin pour pouvoir jouer un rôle similaire à l'or, c'est la validation commune et universelle de son sens et de sa valeur, en fait. Parce que l'or, tout le monde a confiance en l'or. On va en Amérique, on va en Asie ou en Afrique, tout le monde, on donne un petit morceau d'or, on accepte d'avoir de la valeur, que ça ait de la valeur. Le Bitcoin, c'est pas le cas, c'est encore très décrié. Et puis, ça a quoi? Ça a 15 ans, 20 ans le Bitcoin. Donc c'est un actif qui est très jeune, qui est en train de faire sa place, qui commence à être accepté. Donc je pense qu'il y a beaucoup cette notion d'acceptation qui rentre aussi en jeu pour que ça puisse tendre à devenir une valeur refuge. Mais Hmm. c'est un actif qui a tout pour à l'avenir, je pense, hein. C'est vrai que le principe de base d'une monnaie, pour qu'elle ait une valeur, c'est sa validation, comme tu le disais. Et bon, Mm. l'or, ça fait des milliers d'années que ça a été acté que voilà, on peut échanger de l'or, ça a une valeur, c'est rare dans le monde. Le Bitcoin, en effet, voilà, ça a 20 ans. Certes, c'est connu par aujourd'hui quasiment tout le monde, mais ça n'a pas autant fait ses preuves que l'or. Et si je fais vraiment le vieux de chez vieux, si demain on n'a plus Internet, on n'a plus de Bitcoin. Alors que l'or, on l'a dans les mains.
et qu'il Ouais. y ait une crise mondiale qui est plus Internet, qui est, je sais pas, le soleil qui envoie des ondes et qui a plus d'électricité, n'importe quoi, l'or, tu l'as toujours dans les mains si tu l'as. Et tu peux toujours l'échanger à d'autres personnes. Alors que le Bitcoin, bah, c'est ciao et ça n'existe plus, c'est comme le reste. Hmm. Mm. Ah, ouais, c'est très vrai. Et ça fonctionne beaucoup sur la confiance. Comme vous dites, hein, toutes les monnaies fonctionnent sur ça. Au final, même l'argent, le dollar, l'euro, c'est des bouts de papier qui fonctionnent juste parce que une autre personne accepte mon bout de papier quand je lui donne. Et l'or, c'est pareil. Et le Bitcoin, c'est pareil. Et ça prend du temps pour créer cette confiance. Quand même, je trouve qu'en 15-20 ans, le chemin parcouru par le Bitcoin est quand même déjà assez beau. Parce que quand tu regardes, il y a 15-20 ans, les institutionnels type les BlackRock, etc., faisaient des grosses déclarations en mode le Bitcoin, c'est un scam. Quand on revient dessus. Aujourd'hui, ils investissent tous massivement dessus. Tu as les États qui créent des réserves fédérales, tu as des pays qui l'adoptent comme monnaie ou autre. On voit que c'est Ouais. une vraie solution. Mais avant que ça devienne une véritable confiance au point que, est-ce que, par exemple, tous ceux qui nous écoutent, imaginez vos grands-parents ou autres qui soient OK pour se faire payer en Bitcoin. Avant qu'on arrive à ce stade-là, je pense qu'on a encore beaucoup de temps et c'est là qu'on pourra peut-être l'associer à l'or, quoi. Bah, je pense que déjà, ils auront la même réflexion que moi. Ils se diraient, mais en fait, s'il n'y a plus Ouais. Internet, bah, c'est terminé. Donc déjà, mais ça, c'est un vrai argument. Et puis, j'ai entendu beaucoup parler d'ordinateurs quantiques avec des puissances de calcul Ouais. extrêmement puissantes qui pourraient justement enlever la sécurité du Bitcoin, etc. L'or n'a pas ce sujet-là non plus si tu investis directement dans l'or physique, j'entends. Hein. Ouais. Si tu Ouais. investis dans le physique, il y a pas ce sujet-là non plus de sécurité. Tu peux pas inventer l'or. Le Bitcoin, si jamais demain il y a un ordinateur quantique qui arrive et qui casse l'algorithme du Bitcoin, bon, le Bitcoin va chuter de manière voilà, Drastiquement. drastique. Et en plus, t'en parlais tout à l'heure, Benjamin, mais vu que le Bitcoin a un protocole très décentralisé, les décisions, les mises à jour sont très longues à être mises en place. Donc pour faire face à une menace, il faut que tous les mineurs, en tout cas il y a un seuil, hein, si c'est donc une mise à jour majeure, il faut qu'au moins 80, 85, 90% des mineurs se mettent d'accord pour que la mise à jour soit acceptée. Et ensuite, une fois que la mise à jour est acceptée par les mineurs, il faut que les nœuds l'acceptent et regardent si ça correspond bien aux règles du Bitcoin. Donc avant de pouvoir contrer un ordinateur quantique si jamais ça arrivait du jour au lendemain, bon, donc on a quand même des failles de sécurité qui n'existent pas dans l'or, même si quand même, je vais quand même nuancer, le Bitcoin est quand même beaucoup plus pratique pour y accéder et pour échanger. Voilà, tant qu'on a Internet, et c'est pour ça qu'aussi beaucoup de pays, enfin en tout cas des pays où il y a des difficultés avec leur monnaie, l'utilisent, ou même les particuliers, quand il y a des pays où la monnaie ne vaut rien, ils se retournent vers ça, parce que ça reste très pratique aussi quand même. Hmm. Ouais. Là où Écoute, la thèse, ouais, vas-y, Benjamin. je te rejoins, enfin l'or, à mon sens, l'or a un très grand sens quand on détient de l'or physique, quand on détient un mini lingot ou un morceau d'or dans son coffre. Parce que bah, de la même manière, si on a un ETF or, on est corrélé à la variation de l'or. Et demain, si, alors dans un cas extrême, hein, il y a un blocage des retraits sur des contrats ou une panne électrique ou peu importe, alors oui, on a des titres ou on a des parts d'un fonds, mais bon, si on peut pas le sortir, ça sert pas à grand-chose. Donc, et après, bon, la notion de sécurité, bon, l'or, faut le conserver. Et ça pourrait être peut-être un parallèle dans ce sens-là où on peut toujours se faire voler son or. Mais effectivement, je te rejoins sur ce point-là. Et sur la notion du quantique, peut-être qu'on peut essayer de poser un cadre vite fait là-dessus Ouais, parce vas-y. que. C'est hyper intéressant, hein, parce que Alors, toute la thèse alors ouais, d'investissement du Bitcoin repose là-dessus, hein, c'est-à-dire que sur la sécurité et que si un jour c'est rompu, ouais. ça tombe, hein. Alors, je suis pas un professionnel de l'informatique et de tous ces sujets-là, donc je vais essayer de voilà. Corrigez-moi s'il y a des choses à corriger, n'hésitez pas. Mais S'il y a des ingénieurs c'est-à-dire, quantiques. ouais, c'est ça. Le Bitcoin et les échanges en Bitcoin reposent vraiment sur des preuves mathématiques, des vérifications mathématiques, et chaque personne qui a un wallet crypto détient une clé, en fait, une clé qui lui appartient à lui et un code qui lui appartient à lui pour avoir accès à son portefeuille crypto. La notion de l'informatique quantique, en fait, c'est grosso modo des ordinateurs ultra méga puissants, encore beaucoup plus puissants que ceux qui sont très puissants aujourd'hui, qui auraient la capacité en fait de résoudre des problèmes mathématiques ou de trouver des codes de certains wallets ou de certains écosystèmes crypto et qui permettraient donc d'avoir accès et de voler des cryptos ou de faire des opérations au nom de quelqu'un d'autre. Pour faire une analogie un peu, faut le voir un peu comme un cadenas. Si on a un cadenas à 4 chiffres, on a le choix soit de faire toutes les combinaisons une à une,
Alors c'est très compliqué d'avoir le code, mais on pourrait y arriver au bout d'un très grand nombre de répétitions. Donc on a cette possibilité de faire un test à chaque fois, essayer une combinaison. Ou alors il y a le quantique, où en fait ils vont essayer plusieurs combinaisons à la fois. C'est Asher dans une de ses vidéos, pour le citer, qui fait une comparaison avec un labyrinthe. Donc Asher, très bon youtubeur crypto, influenceur crypto, hein. Il fait la comparaison avec un labyrinthe. On est au départ et on veut aller à la sortie. Un ordinateur classique, il va essayer un chemin. Et puis dès lors qu'il rate, enfin qu'il arrive à la fin de ce chemin qui n'est pas bon, il va recommencer depuis le début. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour trouver la sortie. Là où un ordinateur quantique, en fait, il va arriver à un point et dès lors qu'il a deux choix possibles, il peut se diviser en deux et essayer les deux combinaisons. Et à chaque possibilité différente, il a la capacité informatique de faire les deux choix en même temps et donc de démultiplier sa capacité de recherche. Et donc, euh, des solutions mathématiques ou des codes qui prendraient des millions d'années, des dizaines de milliers d'années à être trouvés informatiquement, avec les ordinateurs quantiques qui sont en plein développement, eh bien, on pourrait les trouver en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Parce que la méthodologie derrière de calcul est vraiment lunaire et beaucoup, beaucoup plus puissante. Et donc, c'est un sujet qui, alors on n'y est pas encore aujourd'hui, hein, mais qui pourrait arriver sur les cryptos, sur la capacité notamment de Bitcoin à résister à cette menace quantique en quelque sorte. C'est vrai que voilà, c'est cette faille-là aussi qui fait peur à certains et dont certains ont préféré se retirer du Bitcoin face à ce genre de menace. Après, moi personnellement, j'investis toujours dans le Bitcoin, hein, donc on n'y est pas encore comme tu disais, mais notamment derrière Ethereum, il y a énormément d'investissements justement contre ça, contre justement la faille quantique. Donc, à voir comment le Bitcoin s'adapte dans le temps, comment il anticipe cette chose. Mais en tout cas, si jamais effectivement on voit une grosse mise à jour de ce côté-là, je pense que ça pourrait aussi influencer le prix du Bitcoin parce que si on voit une belle avancée majeure de ce côté-là, la confiance des investisseurs serait boostée et donc beaucoup de personnes Oui. iraient davantage sur cette blockchain. Ça casserait toute la thèse d'investissement, hein. En fait, la thèse d'investissement du Bitcoin sur le long terme, elle repose pour moi sur trois choses. C'est rareté. Il y en a 21 millions. Et du coup, c'est pas une monnaie inflationniste. C'est pas comme le dollar, l'euro. Quand il y a une crise, on peut pas faire tourner la planche à billets. Il y en a plus, plus. Non, ça garde une valeur constante dans le temps, voire la valeur augmente. Deux, décentralisé. Il y a personne du coup, qui peut intervenir dessus. Pas un État, pas une banque qui peut se mettre en travers. Si je veux échanger du Bitcoin contre quelqu'un dans le monde, c'est moi avec lui directement. Et trois, sécurisé. L'aspect que le réseau est sécurisé par lui-même, il est sécurisé automatiquement et par tout ce système notamment de jeux mathématiques, etc., d'algorithmes. Et en fait, Mm. s'il y a une de ces trois composantes, de ces trois piliers, pour moi, c'est comme une table qui tient le Bitcoin, qui a trois pieds, et le Bitcoin continue d'augmenter tant qu'il y a ces trois piliers. Mais le jour où il y a un de ces trois piliers qui tombe, le Bitcoin tombe. Et concrètement, si demain il y a une faille de sécurité avec le quantique qui arrive, que du coup il commence à y avoir des hacks sur le réseau, etc., la confiance va vraiment chuter drastiquement. Les institutionnels vont probablement se retirer en grande partie. Et là, ce serait la catastrophe que tous les pro-Bitcoin redoutent. Ça serait vraiment là l'effondrement total du marché. Pour moi, là, et j'ai vu des personnes faire ces pronostics, le Bitcoin redescendrait à 1000 $, voire quelques centaines de dollars. Donc ça serait vraiment dramatique total. Mais à l'inverse, tant que ces trois piliers, ces fondamentaux subsistent, là, dans ce cas-là, le Bitcoin a tout ce qu'il faut pour continuer d'augmenter sur le long terme, en tout cas. Ouais. Et comme tu le disais aussi, Ghislain, avant, c'est que pour l'instant, la menace quantique, alors ça se développe, mais on n'y est pas encore. Enfin, on estime qu'il faut encore des dizaines d'années pour y arriver, mais vu aussi comment on évolue rapidement dans l'IA, dans tous ces secteurs-là, ça peut aller vite. Et évidemment, toutes les personnes qui participent au protocole Bitcoin, qui sont proactives dans le codage du Bitcoin et dans tous ces sujets-là, ont bien connaissance de ce risque-là et cherchent d'ores et déjà des solutions de codage pour mettre à jour la blockchain et le réseau Bitcoin, trouver des mises à jour qui leur permettraient de faire face à cette menace quantique. Alors comme tu le disais après, même s'il y a une mise à jour, une solution qui est trouvée, faut-il encore que le réseau complet l'accepte. C'est pas tout de trouver une solution, étant donné que c'est quelque chose qui est décentralisé. Il suffit pas de cliquer sur un bouton pour dire bon, bam, on a fait la mise à jour comme sur un iPhone ou sur un ordi et tout le monde a la même chose. Il faut que les utilisateurs acceptent d'utiliser cette nouvelle mise à jour et qu'il y ait un nombre critique qui accepte d'utiliser cette mise à jour pour qu'elle soit validée effectivement. Donc c'est voilà, ça va être à voir comment est-ce que
le réseau Bitcoin va avoir la capacité de s'adapter et d'intégrer des nouveaux protocoles. Et donc, avec ces fondamentaux qui ont été évoqués, on me demande souvent, est-ce que aujourd'hui le Bitcoin à 73 000 dollars, c'est une opportunité ou pas? Donc, est-ce que selon vous, c'est une opportunité actuellement? Bah, plus qu'à 120 000. Et c'est mieux de l'acheter maintenant que l'acheter quand il était à 120. Réponse facile. Après, ouais, mais en Pour même moi, temps, vas-y, si je on dois répondre, t'écoute. en tout cas, personnellement, pour moi, c'est un aspect de conviction, comme je dis toujours. En fait, je différencie toujours les investissements du type, par exemple, la bourse, l'immobilier, les deux grands piliers. Ça se base sur des données éprouvées qui existent depuis des siècles. Tant que l'économie fonctionnera sur un marché capitaliste, les entreprises en bourse continueront de générer des bénéfices et continueront d'avoir une croissance moyenne des marchés. C'est comme ça. C'est des mécanismes économiques. L'immobilier, tant que les gens chercheront un toit sur la tête et tant que la démographie continuera d'augmenter dans le monde, l'immobilier pourra toujours être quelque chose de porteur dans le temps. Alors que le Bitcoin, c'est quand même beaucoup plus récent et comme on l'a évoqué, ça repose sur des fondamentaux qui sont à la fois solides, mais à la fois assez récents et qui nécessitent encore une acceptation et qui nécessitent du coup une part de conviction. Il y a moins de prédictibilité que sur la bourse où si je me dis a priori si j'investis sur 20 ans, dans 20 ans j'aurai plus d'argent qu'aujourd'hui. Le Bitcoin, il y a quand même cet aspect conviction pour moi qu'on met en jeu. Mais à partir du moment où on a la conviction que les trois piliers de la table que j'ai dit tout à l'heure vont continuer à tenir sur le long terme, pour moi, il n'y a rien qui fait que ça ne va pas continuer d'augmenter dans le temps, parce que ça va devenir une monnaie de plus en plus rare, de plus en plus acceptée et de plus en plus utilisée dans le monde. Et alors, en ce sens, bah, le meilleur moment pour investir, ça serait hier, le second meilleur, ça serait aujourd'hui. Et donc, du coup, en minorité du patrimoine, parce que ça reste une thèse de conviction et du coup, je peux pas tout miser là-dessus. Bah, pour moi, sur le long terme, je me positionne sur le Bitcoin parce que j'ai cette conviction que ça va continuer d'évoluer. La tendance long terme, la tendance lourde. Après, peut-être que ça va rester à 60 000 ou descendre à 40 000 là, pendant un an, j'en sais rien. Mais c'est plutôt misé sur la tendance lourde, long terme, avec cet effet rareté. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est ma thèse dessus, quoi. Ouais. Bah, si je dois faire un petit parallèle avec l'or, vu qu'on le compare à l'or, si on est bien limité à 21 millions de bitcoins et que c'est limité dans le temps, ça veut dire que contrairement à la monnaie, du coup, ça va être rare. Et donc, si la monnaie et les planches à billets continuent à tourner, il va falloir plus de dollars ou plus d'euros pour acheter la même quantité de bitcoin. Et donc, mécaniquement, comme l'or, bah, ça va être de plus en plus cher d'en acheter. Et donc, à mon sens, si les piliers, les fondamentaux continuent à fonctionner, bah forcément, il va falloir à chaque fois sortir plus d'argent chaque année à cause de l'inflation pour acheter la même quantité de bitcoin. Et pourquoi pas dans une cinquantaine, dans une centaine d'années, si vraiment, imaginons que ça continue bien, atteindre le million de dollars du coup. Mm. Le fameux. Mm, ce que j'aime bien aussi, là, le Bitcoin, souvent on le décrit et on l'analyse au travers de son prix parce que forcément ça fait beaucoup parler, on a vu des fortunes se faire, etc. Mais essayer de revenir à l'essentiel et même l'essentiel de qu'est-ce qu'une monnaie en fait? Qu'est-ce qu'une monnaie? Une monnaie, c'est un moyen d'échange entre des acteurs économiques. Et alors moi, perso, j'aime bien cette réflexion, mais c'est en fait la valeur de la monnaie. Quelle est la valeur de la monnaie, du dollar, de l'euro, du yen? À l'époque, le dollar, il était adossé à l'or. Donc la variation du dollar dépendait de l'or. Je crois que c'était jusque dans les années 70, si je me trompe pas. Ouais, Et c'est Nixon. depuis, ouais, c'est ça. Et puis, il y a eu, on a arrêté de coupler la valeur du dollar à l'or. Et en fait, alors c'est mon analyse personnelle, ma vision, que ce soit l'or ou l'euro, en fait, la valeur qu'on leur accorde, c'est le fait que ce soit accepté dans une zone définie, dans une région définie, et que ce soit centralisé par une banque centrale ou un État. Mais en réalité, la valeur intrinsèque de l'objet, si demain on décidait qu'on lui accordait pas, on ne lui accordait plus cette valeur, enfin à quoi est-ce que c'est corrélé en soi? C'est un bout de papier. Et comme on le dit, bah, il y a le sujet de la planche à billets. Donc imprimer toujours plus d'argent dans l'économie, donc de l'inflation perpétuelle, alors plus ou moins élevée, mais c'est un mécanisme assez évident à comprendre. On imprime de l'argent, bah, l'argent vaut moins, il se dévalue progressivement, et c'est ce qu'on voit. Le Bitcoin, je pense qu'il essaie quand même de répondre à quelque chose d'assez trivial et d'assez primordial dans les échanges entre les acteurs économiques. C'est échanger une valeur qui va rester telle quelle, sur laquelle on va pas pouvoir jouer ou enfin, spéculer, c'est une dérive, mais qui va conserver une valeur intrinsèque du fait de sa rareté. Et voilà, on connaît les règles du jeu dès le départ. Euh, et dans ce sens-là, moi je trouve que ça répond quand même à un sujet de nos économies modernes. En tout cas, ça essaie d'y répondre d'une manière très novatrice et très percutante. Après, il y a toujours cette notion, comme vous l'avez dit, c'est la proportion que ça a dans un patrimoine. Parce que là, on parle uniquement de ça. Évidemment, c'est un actif risqué, volatile. Est-ce que ça a du sens? Oui, peut-être, oui, sans doute. Après, on est plus ou moins convaincu.
Mais il faut le voir de manière plus globale aussi. Mm. Ouais. C'est clair que dans une stratégie patrimoniale, si on prend la théorie de Markovitch, elle est très intéressante. La théorie de l'efficience du portefeuille, c'est-à-dire pour le même risque donné, à quel point j'arrive à aller chercher de la performance. Bon, le Bitcoin, on voit quand même que sur les 10 dernières années, c'est un des actifs qui rapporte finalement le plus. Mais c'est aussi un des plus risqués. Pourquoi? Parce que forcément, ça monte à 126, ça redescend à 60, et avant c'était encore pire. Donc la volatilité est extrême. Donc dans un portefeuille efficient, moi je mettrais du Bitcoin, mais à une quantité très limitée, entre 5 et 10%, grand maximum 10%. Après, ça Ouais. dépend de chaque personne, mais à mon sens, voilà, au-delà, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, conviction. En fait, globalement, ce qu'on ressort, et là où je suis totalement d'accord avec toi, Benjamin, c'est que je trouve qu'en 2026 et sur les années à venir, la pire façon de détenir une énorme partie de son patrimoine, c'est en cash, hein, puisque il y a de plus en plus d'éléments qui vont contre l'euro, contre le dollar, et est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Une crise de la monnaie, bah, en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui disent que ça pourrait arriver. Le dollar, la planche à billets qui marche toujours de plus en plus, les dettes qui s'accumulent, le fait que le dollar était très corrélé aussi au pétrole et au contrôle des États-Unis sur le pétrole et les échanges en pétrole dans le monde, ce qui n'est plus le cas depuis très récemment maintenant, où il y a d'autres pays qui échangent du pétrole et plus en dollars. Donc il y a pas mal de choses qui pourraient faire que une monnaie peut flancher rapidement ou peut augmenter rapidement. Alors que des actifs décorrélés, et c'est là toute la logique aussi de l'investissement, peuvent préserver la valeur dans le temps. Le Bitcoin parce qu'il y a cette effet rareté, et aussi en fait tout simplement, par exemple, un titre en bourse, une action en bourse, bah, c'est ça qui est bien avec ça, c'est que a priori demain que la monnaie ce soit du dollar, de l'euro, du Bitcoin ou tout autre, bah, mon action en bourse, tant que les marchés continueront de monter, elle continuera de monter aussi, elle pourra être échangée dans la monnaie qui est la monnaie du moment, quoi. Donc c'est clair que sur ça, moi je suis d'accord, en tout cas en minorité du patrimoine, mais que c'est fait aussi pour répondre à un véritable problème qui est au 21e siècle sur la monnaie, quoi. L'autre, l'autre chose dont on n'a pas parlé qui pourrait impacter quand même le Bitcoin, ce serait justement la réglementation étatique. Si Ouais. jamais aujourd'hui, voilà, ça a l'air plutôt favorable, surtout aux États-Unis, mais il pourrait y avoir à terme des pays justement qui se méfient encore plus du Bitcoin, et l'Europe était quand même un Hashtag peu Europe. méfiant euh, donc envers cette crypto. Et pour le coup, si jamais ils décident d'interdire la détention de crypto, ou en tout cas voilà d'être hostile envers cette crypto-monnaie, il y aurait forcément un marché souterrain, mais la grande majorité finalement des particuliers et du coup des institutionnels n'iraient plus dessus, et ça pourrait aussi impacter le prix. Ouais, alors ouais, alors évidemment en Europe, on connaît toutes les réglementations sur tous les sujets et tous les secteurs d'activité, et on l'a bien Non, vu l'Europe réglementée. Non. avec les règles MiCA qui ont été sorties, etc. Si demain l'Europe, elle régule les cryptos et elle essaie un peu de tuer le marché, bah, c'est juste un écosystème, je pense, qui va se développer, mais ailleurs, comme ça a été le cas pour toutes les sociétés tech, d'intelligence artificielle et autres. Si c'est principalement aux US, c'est ils ont le terreau, ils ont la capacité de développer ça. Et donc, si on le réglemente trop sur une zone géographique, bah, ça va partir se développer ailleurs. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre, évidemment, le réglementer, donc que ce soit sur la fiscalité, sur les modes de détention, sur les enjeux, pas de souci. Mais il faut pas non plus tuer l'écosystème pour le pousser à aller se développer ailleurs. Parce que Mm. si on le limite trop chez nous, est-ce que en Asie ou aux US, ils vont se priver d'utiliser ça? Donc le vrai Je sais pas. danger, ça serait que une entente mondiale dans ce cas-là, une organisation Exactement. comme une Ouais, ça, banque c'est compliqué. mondiale de la monnaie numérique où tous les pays sont OK sur une monnaie numérique qui est échangée dans tous les pays et que c'est eux qui ont le contrôle dessus. Ouais, là C'est très compliqué comme sujet. je prenais l'exemple de l'Europe vu que c'est eux qui aiment bien réguler, mais c'est vrai que ce serait plutôt dans le sens effectivement il y a une entente sur toutes les zones géographiques. Bon, là, ça serait compliqué pour le Bitcoin, mais en effet, euh, Ouais. même les personnes qui sont en Europe, finalement, si c'est interdit qu'en Europe, iraient quand même dans le Bitcoin, parce que c'est quand même pas si facile d'aller tracer toutes les transactions, etc. pour l'État. Donc, il y a quand même énormément de gens qui iraient, et du coup, ça se développerait, comme tu disais, Benjamin, ailleurs. Donc, mais si en tout cas, il y avait une entente mondiale, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas et ne sera pas le cas avant un bon moment, pourrait impacter aussi donc l'acceptation finalement de cette monnaie, et donc sa diffusion et son utilisation. Après, personnellement, je pense pas que le Bitcoin soit voué à remplacer totalement notre système monétaire et financier. Je pense pas que le Bitcoin va remplacer le dollar ou l'euro ou le yen ou peu importe.
par contre, ça peut être, dans certains cas, une alternative. Et c'était lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a quelques années, on avait, en tant que conseiller financier, gelé tous les avoirs russes, en Europe notamment, hein. Et donc, on ne pouvait plus faire de transactions en monnaie classique avec les Russes pour les punir de l'action qu'ils avaient menée. Et on avait constaté que entre la Russie et la Chine notamment, et la Russie et d'autres pays, eh bien, les échanges en crypto notamment avaient augmenté. Tout ça pour dire, son jugement de valeur, bien ou pas bien, que dans ce cas-là, et dans d'autres cas aussi, bah, les cryptos et le Bitcoin peuvent jouer le rôle d'intermédiaire d'échange de valeur. C'est un autre moyen Ouais, d'échanger de la valeur. Finalement, Pas totalement forcément d'accord. pour remplacer un système, mais un moyen intermédiaire. ça rejoint ton argument de l'objectif intrinsèque du Bitcoin, c'est d'aller répondre à un problème moderne sur la centralisation des monnaies et donc le risque aussi Ouais. monétaire. Ouais. Bah là, Ouais, c'est un cas Classique. concret, hein. parce qu'il y a un entre-deux au final, entre la thèse Bitcoin maximaliste qui dit que le Bitcoin va tout remplacer, etc., et celui qui y croit pas du tout. Il y a aussi l'entre-deux de dire que le Bitcoin va devenir un actif Bien qui sûr. sera, du coup, qui permettra de faire un intermédiaire, etc. Mais totalement d'accord sur ça. Et du coup, Bitcoin à 1 million, vous y croyez ou pas? Moi, je me dis sur le très long terme, ouais, je pense que ça peut le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si les fondamentaux sont respectés et que ça a toujours ce sentiment un peu d'alternatif et de réserve de valeur, bon, bah, mécaniquement, encore une fois, avec la masse monétaire qui ne fera que grossir, on arrivera à 5 millions de dollars. Hmm. Oui, pourquoi pas. Ouais, alors sur un horizon de temps long, hein, je pense pas que ce soit dans les prochaines années, mais sur 15, 20 ans, pourquoi pas. Il y a cet effet Ouais. rareté. euh, S'il arrive à continuer à faire ses preuves et que l'acceptation augmente, pourquoi pas, hein. Forcément, il y aura une demande qui va cesser d'augmenter. L'offre de Bitcoin, elle est limitée. Et avec tous les portefeuilles crypto qui sont inactifs en plus, il y a bien 21 millions de Bitcoin qui vont être émis, mais il y a des portefeuilles qui sont morts, qui dorment. Je crois qu'on estime que c'est à peu près 20-25% des Bitcoins. Donc en fait, en réalité, il y aura peut-être que 15 millions de Bitcoins qui seront réellement en circulation, ce qui fait encore plus de rareté. Donc bah, la rareté fait la valeur, hein, dans beaucoup Ouais. de domaines, donc pourquoi pas. En tout Ouais, cas, je suis bah, d'accord. tout dépend de l'environnement et de ce qui va se passer sur ce protocole-là. Et est-ce que les fondamentaux, comme on le disait depuis le début, hein, est-ce que les fondamentaux vont continuer à s'améliorer et à rester vraiment de manière solide ou non? Bah, pour moi, ça va dépendre de ça. Ouais. Mais j'étais allé chercher des chiffres assez intéressants sur ça, parce que ça c'est la question vraiment tout le monde qui la pose, Bitcoin à 1 million, est-ce que ça peut être possible? Et en fait, on regarde que ça peut être possible si vraiment, comme vous dites depuis tout à l'heure et comme on dit, hein, que l'aspect confiance continue d'augmenter, dans le sens où aujourd'hui, la market cap de Bitcoin au total, si je dis pas de bêtises, elle est un peu plus de 1000 milliards, quelque chose comme ça. Donc après la baisse, hein, donc quand c'était autour de 60 000. Donc du coup, si on fait le parallèle et qu'on se dit Bitcoin à 1 million, on fait grosso modo x 20, bah, c'est un peu moins que ça ferait une market cap totale à 20 000 milliards à peu près sur le marché. Je Mm. crois, hein, je ne veux pas dire sur les ordres de grandeur, il me semble que c'est ça, sur les recherches que j'avais faites. Et l'or, par exemple, à titre de comparaison, c'est un peu plus de 30 000 milliards. Donc en fait, ça voudrait dire que si la confiance augmente suffisamment pour arriver à quelque chose qui s'approche des 2 tiers de la confiance qu'on peut avoir dans l'or aujourd'hui dans le monde, et que sur le long terme les fondamentaux subsistent, bah dans ce cas-là, on pourrait arriver à un Bitcoin effectivement à 1 million de dollars. Mais ça se fait, je pense, comme vous l'avez dit, sur le très long terme, parce que ça va nécessiter une belle phase d'acceptation, de confiance, que tout le monde commence à rentrer, qui commence à avoir des cas d'utilité majeurs, etc., quoi. Et selon vous, aujourd'hui, quel est le prix moyen d'achat sur tous les bitcoins de tout, qui ont été émis? Je suis sûr que c'est élevé. Je suis sûr que c'est très élevé parce que Je sais pas. je trouve que les cryptos, plus que n'importe quel actif, on a vraiment cet aspect de dire, moi, imaginons, je suis une personne lambda, je pas trop un peu derrière l'investissement, etc. Je vois le Bitcoin de loin, je me dis, ah, c'est une arnaque. Quand ça chute, je me dis, ah, c'est une arnaque, ce truc, enfin, ça s'écroule. Et donc, coup, je le vois exploser, je le vois passer 80 000, 90 000, 100 000, et j'entends des gens qui parlent de Bitcoin à 1 million. Je me dis, en fait, il faut que j'y aille, quoi. C'est l'opportunité du Ouais, siècle, c'est FOMO. maintenant. Et du coup, je suis sûr que le nombre de personnes qui ont acheté à 100 000 est ultra élevé. Ouais, Sûrement. je sais pas. Mais t'as la réponse, Ghislain? J'ai regardé tout à l'heure, alors toujours à revérifier, hein, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'était autour des 54-55 000 dollars. Ça, c'est énorme. Enfin, c'est Donc, énorme. Après, c'est Donc une moyenne, hein. voilà, mais quand tu sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient rentrées dans des prix très bas, ça veut dire qu'il y en a énormément qui sont rentrés aussi vers les 80, 100 000 dollars, comme tu disais, Thomas. ouais. Donc
Ça montre bien aussi que énormément de personnes, en fait, effectivement, se laissent tenter uniquement quand on est en bull run et quand c'est très haut. Donc, toujours Ouais. ce sentiment de louper le train, la FOMO. Ouais. Mais t'as une image comme ça sur les réseaux sociaux où t'as deux stands avec deux mecs qui vendent un truc et t'as un mec qui vend du Bitcoin à 60 000, personne qui veut en acheter, et t'as un mec qui en vend à 120 000 et t'as une queue interminable. Et Ouais, ouais, c'est ça, clair. je pense que t'as beaucoup de notions de biais cognitifs, de biais humains, le FOMO, la peur de rater le train, on en entend parler dans les médias, sur les réseaux, etc. On voit les prix qui augmentent, on a envie de monter dans le train. Et là, c'est vraiment nos émotions qui jouent le jeu, quoi. Et c'est pas intégré dans une stratégie plus pérenne et plus long terme. Et oui, sans doute que dans ce prix moyen, tu as des extrêmes d'achat très chers qui tirent ce prix moyen vers la hausse, hein. C'est Mais clair. il y a d'autant plus, je pense, de sentiments sur les cryptos parce que c'est volatile, donc il y a de l'adrénaline. On a aussi des belles histoires qui ont été racontées. Donc c'est un mélange aussi de tout ça, je pense. Hmm. C'est clair. Les histoires, forcément, c'est très puissant, hein. T'entends toujours Ouais. dire oui, mon cousin, il a investi en 2013 et aujourd'hui, il a Classique. 70 millions en portefeuille. Ouais. Forcément, du coup, t'as le grand-père, il dit quoi? En 5 ans, il est devenu millionnaire. Du coup, Ouais. ok, j'y vais. Et t'as l'autre aussi, le père, et t'as tout le monde après qui s'y met. En plus, pareil, il y a l'effet aussi à la télé. Personne n'en parle, mais dès lors que le Bitcoin est à 120 000 dollars, bah forcément, ça passe à la télé. Ils se disent, putain, c'est pas mal, on y va aussi, du coup, hein. Ouais. Ouais, mais t'as des facteurs un peu comme ça que tu peux regarder. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, mais tu regardes le référencement des applications dans l'Apple Store, par exemple. Hmm. Et tu vois que quand les cryptos ou le Bitcoin explosent, tu as beaucoup de plateformes d'exchange ou de wallet qui sont dans le top 10 des applis de l'Apple Store. Dans les recherches Google aussi, tu vois que ça explose et que le nombre de fois que le mot Bitcoin est recherché explose. Et tu as plein de petits signaux faibles comme ça qui veulent dire ce que ça veut dire, mais ça montre quand même que quand le prix est élevé, il y a un intérêt qui est très fort. Et par contre, quand le prix baisse, ça s'endort et on rentre dans des périodes un peu comme ça, hivernales, où on hiberne. Il se passe pas grand-chose. On peut rester là pendant 1, 2, 3 ans. Puis d'un coup, il y a une nouvelle et ça relance la dynamique du truc et ça repart à la hausse et tout le monde s'y intéresse à nouveau. Non, Ça, je trouve ça quand c'est même assez exactement ça. dingue. Je trouve ça C'est fou, vraiment hein? dingue quand le Bitcoin, là, il est redescendu à 60 000 dollars, 65 000. Ça y est, c'était plus personne n'en parlait, genre presque il n'existait plus. Ça has been. Ouais. Et alors que nous, du coup, bah forcément, on voit ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dedans, quoi. On se dit, bah forcément, ça revient presque à la moyenne mobile, à la moyenne du coup des prix d'achat. Tu dis bon bah c'est une super opportunité, pourquoi ne pas y aller? Presque limite doubler Mm. ses investissements. Alors que la plupart des personnes vont dire bah non en fait c'était que passager en fait. C'est Mais ça, c'est pareil dans beaucoup de classes d'actifs au final, hein, parce que c'est vrai que même quand on discute avec des entreprises, moi je me souviens de discussions avec des personnes qui sont dans des entreprises type des exchanges, que ce soit crypto, mais qui sont aussi dans les entreprises courtiers en bourse ou assureurs, etc. Ou même dans l'immobilier. Par exemple, j'ai un cas en tête. Bah, en fait, quand le marché de l'immobilier va très mal, ces entreprises-là, elles voient que les transactions, bah, elles sont au plus bas, que plus personne s'y intéresse et que ces entreprises, elles vont pas bien, elles commencent à licencier, etc. Les cryptos, c'est pareil. Quand le marché des cryptos est super bas, bah, en fait, toutes les entreprises dans le domaine des cryptos, elles savent que c'est là où il faut serrer la ceinture, quoi, où ça va être compliqué parce il y aura quasiment aucun nouveau client. Alors que potentiellement, ce serait le meilleur moment d'acheter. Et pareil en bourse, les courtiers, ça je le sais par exemple, bah, pour avoir travaillé avec quelques courtiers, bah, je sais que les périodes où il y a eu des chutes, notamment 2022, des choses comme ça, c'est des périodes où en termes d'acquisition client, ils étaient à nada, à zéro. Alors que les périodes où ça explose, il y a le nombre de téléchargements des applications, bah, ça va très très fort. Parce que les gens, en fait, il y a toujours cet effet FOMO d'opportunité, hein. Mais du Ouais. coup, ça revient à un point qui est essentiel à mon sens, hein, c'est se former pour comprendre en quoi on investit. Parce que finalement, s'il y a cet effet-là, c'est parce qu'on investit juste pour suivre encore une fois le train. Et c'est pas on comprend pas où va le train, on sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, on va dedans parce que tout le monde y va. Alors que l'objectif, c'est quand même savoir un minimum ce qu'on fait. Et si on comprend, et depuis tout à l'heure, on explique un peu les mécanismes. Donc, si tu crois en ces fondamentaux-là, bon, bah forcément, tu vas mettre en place une stratégie d'investissement plus ou moins compliqué, hein, si tu veux, plus simple, du coup, tu fais un DCA, mais au moins, tu continues à investir même en période de baisse et tu vas pas uniquement aller investir à 120 000 dollars pour dire, ah bah finalement, c'était nul cet investissement, pourquoi je suis allé là-bas? Et c'est Hmm. Oui, c'est pareil ça. pour, même pour, je sais pas, pour les actions, hein, beaucoup de personnes se disent, oh putain, Nvidia, ça a pris 1200%, j'y vais maintenant. Et en fait, ils savent pas ce que c'est Nvidia, ils connaissent pas le business, ils connaissent rien. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est quand même de se former au maximum
pour comprendre et donc essayer d'aller dans des actifs de conviction. On en parle tout le temps dans la formation. Euh, Si tu vas dans un actif où tu n'as aucune conviction, bah, ta stratégie, c'est aussi plus difficile de la tenir parce que tu sais pas pourquoi tu l'as. Et donc, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de t'en séparer dès que ça va pas bien. Ouais. N'essayez pas d'anticiper les crises, globalement, essayez d'avoir juste un portefeuille qui peut traverser tous les cycles, que l'on soit en crise, en hausse, etc. Et vous serez très serein avec votre stratégie au quotidien, quoi. Mm. Bah oui. D'où l'intérêt Ouais. de réfléchir et de concevoir une stratégie à tête reposée, de manière réfléchie, qui répond à nos objectifs propres, hein, parce que c'est pas parce que mon voisin fait telle ou telle opération que bah moi j'ai la même capacité à absorber du risque ou de la volatilité. Et vraiment y réfléchir. Et justement, bah comme ça, quand il y a des périodes qui fluctuent ou ça bouge un petit peu, on a sa stratégie, on sait qu'on doit s'y tenir, on a compris les mécanismes globaux, on réagit, mais on réagit intelligemment et on laisse pas place à ces sentiments qui nous font faire souvent des bêtises. Mm. Et on l'a tous Ouais. sans doute déjà fait, hein. Ah, c'est Moi, sûr. le premier, quand j'ai commencé. On est humain, hein, après toi. Bah oui, Mais c'est vrai qu'à l'inverse aussi, ne pas vouloir être le plus intelligent et se dire je vais investir au bottom, parce qu'investir au plus bas, en fait personne n'a de boule de cristal, donc en fait tu sais pas quand est-ce qu'il est le plus bas. Et plus tu vas mm, attendre, et ça se trouve, bah, finalement ça va remonter, il y aura un rebond, et tu auras loupé ton plus bas. Donc mm. faire, du coup encore une fois, un DCA permet potentiellement d'investir au plus bas, même de manière non intentionnelle, mais au moins on prend une moyenne du marché qui est souvent meilleure que la moyenne de notre timing personnel. Très bon point du coup. Là, si on garde cette thèse long terme, investissement, etc., Bitcoin qui pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars ou autre, est-ce que moi j'ai 10 000 euros à investir? J'ai ma conviction sur le sujet, mais je veux voir ce que vous en dites aussi et je pense qu'on est assez alignés. Est-ce que je devrais mettre mes 10 000 euros maintenant, là pendant que c'est à 60 000, etc., ou est-ce que je devrais plutôt les fractionner en DCA? Qui répond? Je réponds. Allez, Si vas-y. tu as 10 000 euros à investir, alors pour les Ouais. investir uniquement en crypto ou les diversifier? Full Bitcoin, on va dire que je suis déjà un peu diversifié, j'ai respecté les 10% que vous dites. Parce qu'évidemment, si vous avez que 10 000 euros et que sur votre livret A, ne Ouais. mettez pas tout en Bah, Bitcoin, c'est... si tu as 10 000 euros que tu peux allouer de manière sereine sur des cryptos, je pense que c'est plus pertinent de fractionner quand même le versement. Alors, ce qui ne veut pas Ouais, dire qu'il faut le faire en 50 fois. Ça dépend évidemment du montant et de la situation de chacun. Mais si tu as 10 000 euros, ça peut être pertinent de le faire, je ne sais pas, en 4, 5 fois, 10 fois, entre 5 et 10 fois, selon la situation de chacun et la capacité de chacun par la suite à re-rentrer dans le marché. Mais c'est sûr que si tu rentres maintenant et que tu te prends un bouillon tout de suite, moins 20%, après, il faut remonter la pente, c'est c'est un peu ça. dommage. Ouais. Il y a des statistiques dont on parle souvent, hein, forcément, hein. Tout investir d'un coup, le lump sum, il y a quand même 70% de chances de faire mieux que d'investir en fractionné, parce que l'argent travaille plus tôt, il est plus vite investi, mais il y a donc cette notion d'incertitude sur les 30% restants, comme vient de le dire Benjamin. Si tu investis Mm. au plus haut, bah effectivement, déjà toi-même ça peut un peu te dégoûter, mais en plus du coup pour retrouver par exemple un niveau à laquelle on était, bah, parfois ça peut être très long. Et encore une fois, bah, tenir une stratégie quand on part très très mal, bah, ça peut être encore une fois mentalement très compliqué parce que notre pire ennemi c'est nous-mêmes. Et donc à mon sens également, bah, je suis cette logique de effectivement je préfère prendre la précaution, les 30% où je vais me dire, bon, ok, je vais fractionner. Certes, j'aurai peut-être un peu moins de rendement, mais sur le très long terme, bon, ce rendement, il sera quand même largement rattrapé. Oui. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et à Et la rigueur, puis, non, vas-y, pardon, je t'en j'allais prie. dire, juste à la rigueur aussi, si on veut suivre un peu plus la volatilité du marché crypto, au lieu d'entrer une fois par mois, on peut rentrer 2 fois dans le mois, parce que ça reste un actif très volatile. Et pour le coup, on peut aller essayer de mieux capter le marché. Ça qui reste un DCA plus resserré. Ouais, et puis tu as cette prime de risque dont tu parlais avant. Certes, si tu mets 10 000 euros d'un coup au bon moment et que tu as de la chance, globalement, bah, tu auras sans doute plus de renta que si tu fractionnes tes 10 000 euros sur 4, 5, 6 fois. Par contre, est-ce que le risque pris d'avoir mis tes 10 000 euros one shot euh, est couvert par les quelques pourcentages que tu auras peut-être en plus? C'est cette question qu'il faut se Mm. poser. Et la Ouais. plupart du temps, la réponse est non. Mm. Pour moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis totalement team DCA.
dans le sens où il y a deux éléments. Quand on investit, on n'est plus là pour faire du pari. C'est le moment, en fait, vous avez travaillé pour gagner votre argent, vous l'avez épargné, vous avez fait les deux premières étapes. Maintenant, vous êtes là pour sécuriser cet argent, le transformer en revenu du capital dans le temps pour sécuriser votre patrimoine. Et le fait d'investir dans le Bitcoin, c'est déjà une partie assez dynamique de votre patrimoine, donc du coup assez risqué, on va dire, sur le long terme comme ça. Donc du coup, il ne faut pas laisser de chance au hasard. Les fameux 30%, le DCA, c'est quand même plus sûr sur le long terme. Et deux, ne sous-estimez pas l'aspect psychologique. Tout le monde se sent plus fort que les autres en se disant oui, mais moi je sais tout ça, je comprends les sites du Bitcoin, je résisterai. Mais si vous investissez vos 10 000 euros qui tombent à 5 000 demain et que ça dure 2 ans, parce que c'est possible, que pendant 2 ans vous voyez vos trucs à 5 000 et que vous voyez des news en mode le Bitcoin c'est terminé, c'est fini, etc., les probabilités de ne pas craquer sont quand même assez faibles. Donc il faut se dire je peux tenir sur le long terme, je suis serein avec ma stratégie. Donc moi ce que j'aime bien faire sur le Bitcoin personnellement, c'est DCA, ne pas essayer d'anticiper les cycles, etc. Mais dès que je vois des mouvements juste fortement baissiers, je vais avoir tendance à augmenter mon DCA en prenant une poche de liquidité, peut-être à le doubler ou autre sur une courte période. Dès que je vois que c'est vraiment la panique totale, que l'indice de peur, comme il y a sur CoinMarketCap, est hyper élevé, et dès que ça redevient un peu normal, ben, mon DCA, je le remets de façon classique et je continue d'investir de façon régulière dans le temps. Et je trouve que c'est un bon entre-deux, en tout cas sur la façon d'investir dans le Bitcoin, quoi. Et il y a une chose hyper intéressante que tu as dit, c'est les news aussi. C'est vrai que, surtout avec les réseaux sociaux actuellement, les algorithmes sont très très puissants. Donc si tu es dans un état de morosité parce que bah, forcément ça reste à 5000 balles pendant 2 ans, tu vas voir apparaître que des vidéos de dire pourquoi le Bitcoin s'est terminé. Alors au contraire, dans une période de bull run où tu es vraiment hyper euphorique sur le sujet, tu pourrais voir que des vidéos en disant pourquoi le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars dans 2 jours. Bon Un peu voilà, de en tout cas, confirmation. voilà, il faut faire extrêmement attention aussi, bien varier ses sources d'informations et ne pas réagir encore une fois qu'à l'émotion et à l'euphorie ou justement bah, à l'inverse, hein, à la dépression du coup si jamais ça va pas. Mais en tout cas, varier ses sources et toujours faire attention à ses émotions, à ses sentiments parce qu'encore une fois, ben, la pire ennemie, c'est nous. Ouais. Bon, je pense que on va arrêter là pour ce premier épisode. On a fait quand même une très belle masterclass déjà sur le Bitcoin. Merci beaucoup à vous deux. C'est un N'hésitez pas plaisir. à nous dire en Plaisir. commentaire si vous appréciez ce format, premier format qu'on fait, qu'on compte répéter. N'hésitez pas à nous dire quel type de sujet vous aimeriez qu'on aborde. Globalement, on a prévu d'aborder énormément de sujets autour de la gestion de patrimoine en général, fiscalité, investissement, économie, etc. Mais s'il y a des points des fois qu'on aborde, que vous vouliez, que vous vous dites ah ouais, moi j'aimerais bien creuser ça sur une vidéo, mettez-le en commentaire. Vos retours sont aussi très précieux. Donc bah, merci Benjamin Gissin pour votre temps. Merci à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est aussi le meilleur moyen de nous soutenir. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye. Au revoir. À bientôt. Hop là.